Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, Alain, pour ce second épisode ensemble. On en discutait là juste avant de lancer sur on, pardon. Notre premier épisode, il date quand même d'un petit peu longtemps, hein, c'est l'épisode 91. J'avais titré l'épisode Alain Cailleux, aventurier. Il a fait le marathon des sables en tongs. Donc, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller écouter aussi cet épisode. Mais là, on est reparti parce que depuis, Monsieur Alain Cailleux a fait quand même pas mal d'aventures, dont la PTL. Et en ce moment même, il est en plein cœur d'une belle aventure dont on va pouvoir parler aussi. Comment vas-tu, Alain? Eh bien, écoute, ça va très bien, François. Content de te retrouver. Là, après 2 ans qu'on s'était parlé, c'est vrai que le marathon des sables en tongs, ça me paraît lointain. Depuis, tu as fait du chemin, j'ai fait du chemin, tu as organisé un très beau trail en Bretagne, et puis voilà, les aventures continuent. Ouais, puis on a même réussi à se voir Et aussi. on s'est Tu t'es vu à même foutu de ma gueule. Bidart, non, ton super Tu t'es van. même foutu de ma gueule sur ton paddle. J'aurais pas osé me motter le guédon. Mais j'étais content de te voir sur un paddle, j'étais content de te voir avec ta famille, j'étais content que tu découvres aussi ma famille au Pays Basque. Donc c'était un bon moment, ouais, c'était un bon moment cet été, c'était sympa. Ouais, on a fait un petit peu de paddle surf là avec Alain, sachant que je suis très très mauvais sur une planche. T'as réussi, c'est bien. Comme tu dis, je me suis engagé, Tu t'es j'ai engagé, essayé. absolument. T'as essayé, t'as réussi, non, c'était bien, c'était bien. Ouais, non, c'était un bon moment, très bon moment qu'on a passé ensemble. Alors, du coup, oui, c'est vrai, t'as fait ça aussi, t'as fait un petit défi en paddle aussi. Ah, Tiens, j'ai descendu. dis-nous-en un petit mot. Ouais, on parle du trail souvent, mais j'ai une passion complémentaire qui est le stand-up paddle. Stand-up surf, je surfe pas mal dans les vagues et je descends également. Je fais des gros parcours, donc j'avais été descendu l'Adour et la Nive en stand-up paddle. Ça, je l'ai fait l'été dernier. J'avais descendu sur 3-4 jours en autonomie avec un petit sac à dos l'Adour, depuis les sources de l'Adour jusqu'à l'embouchure de Bayonne. Et donc j'étais rentré à Bidart en ramant, donc par la mer. C'est une belle aventure dans laquelle j'avais réussi à trouver des abris chez les habitants des bords de l'Adour. J'ai fait la même chose sous la Nive. J'ai traversé en paddle toute la côte basque depuis Bidart, depuis chez moi, jusqu'à Saint-Sébastien, d'accord, donc par la mer, qui est une belle aventure aussi sur 3 jours. Voilà, donc ouais, je complète ma passion pour les montagnes en trail avec une passion pour la mer, avec mon stand-up paddle qui me permet d'explorer la partie maritime et puis fluviale. Ah ouais, c'est des belles aventures, ouais. Ouais, ton paddle qui est très 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 Ah, lourd tu l'as vu maintenant, ouais. et que toi seul arrive à porter. Je suis un peu le seul pour porter, ouais. C'est un paddle géant, c'est une pièce de musée, c'est un énorme paddle bleu rigide que j'ai depuis quasiment 15 ans, que j'avais eu l'occasion. C'était une planche de sauvetage aquatique, mais une des premières planches de sauvetage aquatique. Donc on peut aller avec 3 enfants sur la planche, ça flotte, il est stable. Franchement, il est increvable. Il est increvable. J'ai cassé quelques dérives, mais j'ai jamais cassé la planche. Donc il me permet de faire des aventures assez incroyables sur l'eau. Il me permet de surfer aussi, il me permet de transporter mes enfants, leur apprendre à surfer. Et puis voilà, bon, il a une seule contrainte, tu as raison, c'est il est absolument extrêmement compliqué à porter. C'est tout un travail d'équilibre. Voilà, j'avoue, je pense que je suis le seul à réussir à le porter sur la tête en équilibre, comme les femmes africaines portent leur poids bien équilibré. Voilà. Bon alors, Alain, tu es où là en ce moment? Alors là, en ce moment, je suis en Géorgie. La capitale de la Géorgie, c'est Tbilissi. Donc, capitale de la Géorgie. Je suis en plein itinéraire de la route de la soie à ma façon, donc par voie terrestre. Je suis parti depuis un mois du Kyrgyzstan, capitale Bishkek. Et de là, sans prendre l'avion, j'ai remonté la route de la soie. La route de la soie, je rappelle que c'était un chemin historique qui reliait la Chine à la Syrie. D'accord, qui permettait de transporter des denrées, notamment de la soie, qui était un des éléments, mais qui était surtout aussi un vecteur de communication et de transfert de la culture, des religions, des savoirs. C'est une route d'ouverture parce que les peuplades et les cultures se rencontraient. Donc je refais ce parcours, alors de l'est vers l'ouest pour l'instant. Donc j'ai parcouru le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Je suis passé par l'Azerbaïdjan. J'ai traversé l'Azerbaïdjan et je suis rentré depuis quelques jours en Géorgie. Je poursuis mon itinéraire pour l'instant vers l'ouest, pardon, mais je vais descendre dans les prochains jours vers le sud. Prochaines étapes, l'Arménie, avec Erevan, capitale de l'Arménie, où je serai demain matin.
puis peut-être l'Iran, un pays qui m'attire profondément, que je devrais passer la frontière terrestre qui est entre l'Arménie et l'Iran dans les prochaines semaines, j'espère, si mon visa est accepté. Voilà, donc c'est un parcours que je parcours principalement à pied, avec mes tongs toujours, en autostop, en transport en commun, en train, en bus. Voilà, j'avance doucement à mon rythme, je vais à la rencontre des populations locales, et j'en prends plein les yeux, mon âme se remplit de ces découvertes de cette région du monde qui est finalement très très peu connue. La plupart des gens, quand je leur parle des pays en ce temps, y compris ma famille, mes proches, me disent ah, terrorisme, machin, etc. C'est des pays en guerre, etc. On pense à Afghanistan, on pense à des choses comme ça, mais effectivement, c'est très limité. Enfin, c'est une vision limitée du monde. Les pays que j'ai traversés jusqu'à maintenant sont des pays extrêmement pacifiques. Alors, tu me diras, l'Azerbaïdjan vient d'envahir une partie de l'Arménie. Voilà, ça peut être tendu, mais globalement, ce que j'ai ressenti moi, c'est une région du monde qui est extrêmement safe, extrêmement propre, des gens bienveillants. Voilà, je conseille à tous ceux qui peuvent un peu explorer ce genre de région d'aller faire un tour. C'est vraiment bon marché. Il n'y a pas de difficulté majeure, notamment l'Ouzbékistan qui est une petite perle au cœur de cette Asie centrale là, qui mérite un peu d'exploration. Voilà. T'as suivi sur une carte, hein, juste, vas-y. Ouais, parce que c'est vrai que tu vois tous ces pays-là, c'est vrai qu'on en entend souvent parler. Maintenant, les positionner sur une carte, je t'avoue là que je suis devant Maps et tu vois l'itinéraire à peu près. Faut situer, situer le Kyrgyzstan qui est en frontière avec la Chine. Vraiment, c'est le dernier pays d'Asie centrale qui est juste avant la Chine. Et au nord, tu as la Russie. En gros, voilà, je suis parti du coin nord-est, d'accord, entre la Chine, Russie et voilà, Kyrgyzstan, et de là, j'évolue vers l'ouest. Tu peux voir au milieu la mer Caspienne, hein, que j'ai traversée. En gros, je suis en train de la contourner plus ou moins. Si tu vois ce que je t'ai dit après, la redescente vers l'Iran. Et les possibilités après l'Iran, évidemment, il faut choisir. Il faut aller vers l'est ou vers l'ouest. Donc, vers l'est, tu as le Pakistan, qui est un pays qui m'attire évidemment. Et vers l'ouest, tu as l'Irak, qui est un pays qui m'attire aussi sur la partie Kurdistan irakien. Ça, a priori, c'est assez facilement accessible. Voilà. Donc, tu vois, les options se définissent au fur et à mesure. Mais je suis comme toi. Hein. Je t'avoue que si tu me demandais il y a quelques mois à situer ces pays-là et leur capitale sur la carte, j'aurais été incapable. Aujourd'hui, je t'avoue, je commence à devenir un petit peu un expert de cette région, de ses habitants, et puis j'apprends énormément sur la culture, le passé et le futur de ces régions. Et alors, qu'est-ce qui te fait prendre ton pied là-dedans? Parce que, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots comme voilà, les pieds nickelés, qu'est-ce que, on en parlera tout à l'heure, qu'est-ce qui te fait profondément kiffer là-dedans? Parce que t'as ce côté, je vais d'un point A à un point B, et puis un point C, et puis un point D, mais finalement, là, tu traverses une très grande zone, finalement, en un mois. Est-ce que, tu vois, ça, c'est un modèle de voyage. Est-ce que faire un pays, tu vois, tu disais que l'Ouzbékistan, c'est un pays magnifique. Pourquoi ne pas le faire de fond en comble et puis un mois après refaire un autre pays de fond en comble tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Quel est toi ton plaisir profond là-dedans? Alors bon, mon critère, il est à géométrie variable. J'ai pas un critère établi de vitesse de déplacement ou de type d'exploration. Il y a des pays dans lesquels j'ai passé des mois, voire des années. J'ai passé quasiment 10 ans au Brésil, 5 ans en Espagne, 3 ans en Slovaquie. Et il y a des pays dans lesquels je passe 3, 4, 5 jours, parfois 2, 3 jours, effectivement. Ça dépend. J'ai pas de règle précise. En tout cas, mon bonheur à moi profond, c'est d'abord ce sentiment de sortir de ma zone de confort, me sentir l'insécurité, je la ressens quand je bouge, quand tu sais pas où tu vas aller, quand tu pars le matin sans savoir où tu dormiras le soir, sans connaître le type de transport que tu vas prendre, le type de rencontre que tu vas faire, en étant ouvert à cette surprise, au fait d'être ouvert à cette invitation, au fait que des personnes pourront t'ouvrir leurs portes ou te prendre en autostop, etc. C'est cette insécurité que j'aime dans ce mode de déplacement, c'est le fait d'avoir un axe et de pas être alors je suis loin du touriste sédentaire qui se met une semaine dans un hôtel, dans une ville, et puis qui essaie de rayonner depuis l'hôtel. Non, je fais un itinéraire dans le pays, en général, dans lequel j'essaie d'aller toujours dans une direction à peu près homogène, toujours vers l'ouest ou vers l'est, ou garder un cap, ce qui me permet de me lever le matin sans trop réfléchir. Je prends la décision, je prends mes tongs, et je marche vers un axe. J'essaie de trouver en autostop des choses intéressantes, ça se passe plutôt bien. Alors, il y a des pays dans lesquels je reste plus ou moins longtemps. Par exemple, l'Ouzbékistan, j'ai dû faire quasiment une semaine en Ouzbékistan. C'est pas un pays qui mérite non plus. Enfin, ça va quand même. Voilà, si tu mérites pas beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels je me dis
parfois j'ai une petite envie d'y revenir, mais cette notion d'y passer du temps, plus de temps à explorer, j'imagine plus en famille. Tu vois, quand je suis en mode solo, je suis vraiment plus en mode déplacement et tous les jours me mettre en danger. Me mettre en danger, c'est m'engager dans un espace que je connais pas, changer de ville. Je dors quasiment jamais de nuit au même endroit. Ça n'arrive quasiment jamais. Je t'avoue que j'ai un mode de, c'est du voyage assez, oui, assez sportif, assez actif et qui me correspond depuis, ça fait des années maintenant que je fais ça. Tu m'avais suivi sur la traversée de l'Afrique, là, du nord au sud. J'aime le faire, que ce soit à pied, en vélo, en autostop. Ce mode de voyage me correspond. Je pense qu'il est assez spécifique finalement. Je ne connais pas beaucoup de monde qui a ce type de déplacement, mais il me fait du bien. Il me fait du bien à l'âme. J'ai l'impression de remplir intensément mes journées avec un volume de rencontres hors du commun. C'est-à-dire que je refuse toute zone de confort. Je refuse de redormir à un endroit. Je m'engage toujours à quelque chose de nouveau. Ça se comprend ? Et alors, comment tu fais pour dormir à un nouvel endroit? Par exemple, tu arrives dans une ville. Est-ce que toi, tu as un... Alors, peut-être que maintenant, c'est inné, instinctif, tu n'y réfléchis même plus, mais si tu devais verbaliser ton process pour trouver un endroit où te mettre dans un abri la nuit, Ouais. comment tu fais? Bon, le premier process pour que ça se passe bien, c'est de pas être stressé. C'est de se dire que ça va bien se passer. Mon expérience depuis plus de 10 ans que je parcours le monde et quasiment 115 pays, c'est que j'ai quasiment toujours trouvé un abri, un refuge, un toit, quelque chose pour passer la nuit. Et mon mode de fonctionnement a évolué. Mon processus que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est vraiment de me préoccuper au dernier moment. Je m'inquiète sur l'endroit où je vais dormir qu'à partir de 15h de l'après-midi, globalement. D'accord ? À 15h de l'après-midi, j'essaie de trouver soit un peu d'internet, soit je vois si je reste toujours ouvert. Le fait de ne pas prendre de décision la veille ou avant, ça te permet d'être ouvert à des propositions. Par exemple, si tu croises des gens qui te prennent en stop, et voilà, où tu demandes de l'eau dans une maison et qui te propose de dormir dans le canapé, bah, tu es ouvert à la possibilité, tu t'es pas engagé à quoi que ce soit. Donc c'est une bonne solution. Pour assurer les gens, je suis comme tout le monde. Hein. J'utilise en dernier recours, j'ai Booking là dans cette région en ce temps là. Concrètement, ça me coûte quand je dors en dortoir, ça me coûte entre 5 et 7 euros par nuit avec petit-déj. Il y a des dortoirs de partout. Des dortoirs, c'est des endroits avec des chambres à 10 lits dans lesquels voilà, on rencontre d'autres voyageurs. Il y en a un peu partout en Asie centrale, par exemple. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi développé. Donc globalement, j'ai toujours trouvé dans toutes les villes où j'ai été un point de chute de ce type-là. Par contre, ma recette, si vous en avez un petit peu la bonne pratique, c'est réellement de ne pas s'engager, rester ouvert à des propositions. Si vous vous engagez en réservant, rien, des hôtels, etc., déjà ça va être plus cher. Et en plus, la dernière minute a vraiment un talent, c'est de te laisser ouvert à toute opportunité, tout changement. Si on m'invite à dormir dans un canapé, je suis le premier à accepter. J'ai dans mon petit sac à dos, j'ai juste un petit sac à toile, hein, c'est un sac à rêve ou un sac à viande, comme on appelle. J'ai même pas de sac de couchage, ça me suffit largement pour être assez confortable quand je dors chez les gens. Voilà. Donc c'est un peu ça ma recette. Ça te parle ? Ouais, c'est d'être ouvert, en fait, c'est d'être ouvert à la discussion et puis d'être favorable à finalement un peu d'inconfort, mais aussi d'avoir une solution bis. Et finalement, ce que tu nous partages, c'est on trouve toujours une solution, même quand on pourrait penser que on est dans un endroit hyper reculé, il y a toujours une solution qui s'offre à nous. Il y a toujours une solution. Bon, j'avoue que j'ai une marge de tolérance qui est assez grande. Hein. Ça me dérange. Je suis toujours ouvert à dormir avec un berger sous un abri de fortune. J'ai dormi dans les déserts, enfin fond de la Jordanie, à des endroits un petit peu. Voilà, j'ai des bergers qui m'ont hébergé sur une cabane. Je dors régulièrement dans des petits abris qui ressemblent pas à grand-chose. Enfin, régulièrement, ponctuellement, ça m'arrive de. Voilà, mon histoire de bonne étoile et de confiance, c'est aussi parce que je sais que même quand je trouve rien, c'est pas très grave. Je réussis à passer une nuit compliquée. Je dors dans les trains, je dors dans des gares, je dors par terre. Voilà, c'est pas quelque chose qui me perturbe outre mesure. Il faut aussi accepter un inconfort selon les critères sociétaux habituels, qui finalement, quand des mecs comme toi qui ont fait un peu de trail ou qui ont appris qu'on pouvait dormir un peu n'importe où, n'importe comment, on s'aperçoit qu'on a plein de critères qui nous freinent, qui finalement sont pas forcément nécessaires. On peut voyager, voilà, on peut partir, on peut parfois ne pas avoir un grand lit pour dormir par terre, ça se passe bien. On peut ne pas savoir où on va manger, on peut manger que du pain et un peu d'eau pendant quelques jours ou sauter un repas. Voilà, il faut accepter quand même une certaine c'est vraiment simplifié comme mode de voyage, mais globalement ça se passe bien. Globalement, je mange à ma faim et je dors en général dans un lit. Voilà.
Mais tu t'y entraînes toute l'année avec ton fils à dormir sur la plage. Je suis un Ça, c'est féru de cool. bivouac, ouais, t'as rencontré Théo, enfin, mes enfants sont des passionnés, enfin, je transmets un petit peu mon goût de l'aventure quand je suis où que je sois, pour essayer de rattacher à la nature. Donc, à Bidart, là où j'habite, là, au Pays Basque, j'ai effectivement voilà, j'adore emmener mes enfants bivouaquer sur les plages, en montagne, pour leur faire découvrir que l'aventure, ça peut être très simple à côté de chez nous, c'est juste une petite tente, un petit sandwich, et voilà, il y a rien besoin de plus. On peut être très heureux, être au contact de la nature. On l'oublie quasiment. Les sociétés actuelles, c'est un mode, voilà, c'est un mode qu'on pense pour les mendiants, pour les machins. On oublie que se connecter à la nature et dormir dans une tente avec ses enfants, il n'y a rien de plus naturel au monde. Et c'est une transmission de quelque chose de simple finalement on ne fait plus. On ne fait plus. On estime qu'on a besoin d'un toit en dur. Est-ce que tu l'as fait avec tes enfants? T'as emmené un petit peu camper ou pas? Tu l'as fait, bah, avec le Bah, van. je t'avoue que nous, on a un camion aménagé, Ouais, donc on a ouais, quand même un toit c'est l'aventure, un toit qui qui rend bouge. dur, Ouais, un toit qui bouge. Mais il était demandeur, tu vois, cet été, de dormir dans une tente. ouais, Et je dois avouer que je l'ai pas fait. ouais, Pourtant, j'en ai une. ouais. Il m'a demandé, mais même on la met dans le jardin. Et j'avoue que je l'ai pas fait. Euh, j'aurais, ouais, je regrette pas Non, parce non, qu'il non, il n'y faut a pas de pas vivre regret, avec non, des non. regrets. Mais c'est vrai que les enfants sont très friands de ça. Ils adorent, là. Moi, ils ont découvert maintenant, ils sont passés au niveau supérieur, là. Ils ont découvert que sans la tente, c'est encore mieux. Effectivement, quand il pleut pas, même sur une plage. Non, mais c'est tout bête, mais la tente, c'est encore, c'est encore niveau au-dessus, mais on s'aperçoit que, voilà, quand il n'y a pas de pluie, on dort très très bien à la belle étoile. Avec un bon sac de couchage, ça se passe très très bien. Et voilà, c'est quelque chose. Bon, je suis devenu un petit peu un ayatollah de tout ça, mais c'est vrai que dès qu'on se reconnecte à la nature avec le moins d'artifice possible, on s'aperçoit que la vie peut être extrêmement simple. Et ce mode de vie nomade que j'adopte plusieurs mois par an, bah, me rattache à ces vérités-là, qui sont des vérités dématérialisées, dans le sens où voilà, ma vie n'a plus grand-chose de matériel. J'ai un tout petit sac à dos dans lequel j'ai pas grand-chose, mais finalement, ça me suffit largement. Et voilà, c'est ce qui me rend un petit peu décalé par rapport à la société de consommation actuelle. Voilà, j'ai un mode de vie minimaliste extrêmement minimaliste. Je suis difficile à réintégrer en société. Et pourtant, alors on va commencer à en parler, Ah, de cette PTL. ah, Tu t'es engagé avec tes deux autres compères ah, ouais, que tu vas pouvoir présenter ah, dans une aventure dingue que personnellement j'aimerais faire un jour. C'est quelque chose qui me titille très 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 fort. Étant vraiment un fan de plus en plus des aventures off, tu me prends une trace GPX et en avant, on y va. Cette PTL, elle me fait vraiment vraiment envie. Mais pourtant, elle dénote quand même la participation à un événement qui est ultra populaire, commercial. Euh, donc, tu as ces deux facettes de toi qui est une qui aime bien être en collectivité avec tout ce groupe de trailers qui avancent dans le même but, et cette partie de toi qui aime bien être en solitude, en connexion avec des gens dans un autre pays, total à l'autre bout du monde. Comment tu expliques ça? ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est une bonne remarque. Et dernière fois qu'on s'était appelé il y a 2 ans, c'était suite à, pareil, le Marathon des Sables dans le désert, qui est également un événement un peu consumériste que j'avais terminé en tongs. Là, la PTL, c'est le même principe. C'est vrai que c'est pourquoi je me suis mis dans ce type d'organisation. C'était des défis qui me font rêver. C'est des défis sur lesquels je m'estime incapable de le faire tout seul. Par exemple, le marathon des sables, je me sentais pas le faire tout seul. 250 km dans le désert en autonomie, si j'ai pas des bouteilles d'eau qu'on me donne régulièrement, etc., je me sentais pas capable de le faire. Et le Tour du Mont Blanc en mode 300 km, 25 000 mètres de D+, donc ce que propose cette course PTL, Petite Trotte de Léon, dans le cadre de l'UTMB, qui est clairement une organisation à but lucratif, c'est pareil. C'était un défi qui m'a tiré pour le défi. Je m'imaginais pas le faire tout seul, 300 km tout seul, te lancer avec la trace GPX, toi et moi. On se dit demain, on se lance sur un 300 bornes à fond avec des barrières horaires qu'on se fixe nous. Euh,
Voilà, tu m'aurais dit, on aurait pu le faire plus lentement, en faisant 40 km par jour, en suivant notre trace, c'est vrai. Mais là, le défi physique m'a tiré, c'est un ultra. C'est-à-dire que la PTL c'est pas une trotte. On n'est pas sur une marche longue comme j'ai pu le faire sur les traversées grandes, comme le GR10, le GR20, etc., où on marche, où on court, on fait de la rando trail sur entre 30 et 50 km par jour, ça marche pas. Là, il faut vraiment courir. C'est un ultra trail. Les barrières horaires durant les 3 premiers jours te forcent à ne pas dormir. Tu ne dors pas pendant quasiment les 3-4 premières nuits, on ne dort quasiment pas. On dormait entre 15 minutes et 2 heures par nuit maximum. Donc c'est quelque chose qui, voilà, avec du recul, je te redis que j'ai aucun regret de m'être lancé là-dedans parce que ça te pousse, c'est des barrières physiques qui sont quand même différentes. On est bien sur un ultra trail, c'est pas une grosse rando, loin de là. Si tu fais une grosse rando, tu n'arriveras pas à passer parce que t'arrives pas, vu la difficulté des dénivelés et du parcours. On a du mal à faire sur les 24 heures plus de 50 bornes, c'est compliqué de 50-60 bornes, c'est compliqué. Franchement, bon, alors les premiers iront très vite, mais à mon niveau de très moyen de trailer, j'avoue que c'était un sacré défi. J'ai eu la chance de partager cette aventure avec Guillaume et Charlie, deux très bons copains avec qui on s'était inscrit à cet événement il y a plus d'1 an. C'est devenu l'événement que j'avais en tête, le défi physique. J'ai toujours besoin d'avoir un défi physique en tête pour pouvoir aller de l'avant et m'entraîner. Cette PTL était pour moi le défi en équipe physique que j'avais en tête, qui me faisait me lever le tôt le matin pour aller courir, pour aller m'essayer de me maintenir en forme, pour être prêt à cette PTL. C'est un investissement financier important, tu as raison, l'inscription est pas donnée, et puis on s'était engagé dans cette PTL pour essayer d'en faire une belle aventure, d'essayer d'en faire un super film. On a eu la chance d'avoir Julien Dupressoir, qui est un super caméraman, photographe sur la côte basque, qui nous suit, Guillaume et moi, depuis un bout de temps, et qui a accepté de nous accompagner pour réaliser un film qu'on a appelé Les Pieds Nickel. C'est pas des pieds nickelés, c'est des pieds nickel, avec l'ambition qu'on avait de terminer ces 310 km et 25 000 de D+, avec des pieds en bon état. Ça a quasiment été le cas. Mais en tout cas, tu as raison, j'ai ces deux aspects. J'ai l'aspect sauvage en solo, et aussi l'aspect qui aime ces grands événements, ces grands défis, ce comme avait pu l'être la Diagonale des Fous à La Réunion, on en a parlé, le Marathon des Sables dans les Arts Marocains, cette PTL, sont des événements qui m'attirent parce que ça te force à te pousser un peu au-delà de tes limites, voilà, physique. Voilà ma réponse. Ouais, et puis je trouve que, alors ça c'est très personnel, hein. Tout le monde ne va pas partager mon avis, mais je trouve que durant en fait, dans notre pratique au quotidien, contrairement à quelqu'un qui va faire un sport en équipe, on est souvent très seul. Quand tu vas t'entraîner, tu t'entraînes souvent seul, enfin, sauf ceux qui vont s'entraîner en club, mais c'est un sport solitaire profondément. Et quand tu es sur cette ligne de départ avec des statistiques qui te disent, voilà, et c'est peut-être 40% d'abandon, ça veut dire que ton voisin, celui de devant, celui de derrière, peut-être qu'ils termineront pas, une musique qui te met dans une émotion indescriptible. Enfin, on a tous un rêve qu'on prépare depuis longtemps pour préparer une épreuve, et tous un même but de rejoindre cette même ligne d'arrivée. Eh bien ça, ce genre d'émotion que seuls des grands événements arrivent à procurer, eh bien je trouve que ces événements-là ne devraient pas être mis en contradiction avec des plus petits événements, et on a souvent tendance à les opposer. Comme si un petit événement authentique, familial, comme j'essaie de faire avec le Grand Raid du Finistère, ne pouvait pas être compatible avec un UTMB où tu te retrouves dans une énergie folle avec tous ces coureurs qui adorent ce même sport que toi. Je trouve qu'on ne devrait pas les mettre en opposition. Il y a des choses qui se complètent aussi. Et c'est un petit peu ce que toi tu décris dans ta pratique. Ah, c'est complémentaire, complètement. Moi, je suis un passionné des deux. Je serais un très très bon client et très heureux de participer à ton trail en Bretagne. Et à côté de ça, j'avoue que c'est même le TMB qui fait peur à beaucoup de monde. Cet événement, j'ai pleuré au départ, j'ai pleuré à l'arrivée, j'ai pleuré de nombreuses fois. Le départ pour moi était mouvant. J'avoue que je suis comme un enfant qui vit un rêve. C'est quelque chose de différent. On l'a vécu. Ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Mais moi, je suis un hypersensible sur ces moments-là. Et je t'avoue que ma seule volonté quand je prends le départ d'un truc comme ça, c'est de me dépasser, de rencontrer des gens exceptionnels qui vivent la même aventure que moi,
et puis de tout faire, alors tout faire pour franchir cette ligne d'arrivée. Voilà, en essayant de pas abandonner. C'était mon seul but, c'est celui-là. C'est-à-dire que je suis plus du tout un compétiteur qui cherche des podiums, des temps, etc. Mon seul but, c'est d'arriver au bout, c'est de réussir à vivre à quelque chose qui est. C'est bête à dire, mais quand tu reviens à un événement comme ça, t'as quand même le sentiment que les seuls qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu, c'est ceux qui étaient avec nous, ceux avec qui on a croisé dans les refuges, les équipes avec qui on a partagé du temps. Mes deux coéquipiers, Charlie et Guillaume, qui évidemment ont bien senti ce qu'on a vécu, mais c'est difficile d'exprimer. C'est un tel événement, une telle difficulté, une telle fête aussi, et puis un tel parcours on a l'impression qu'on fait partie un peu je sais pas moi, des immortels quand on est dans la partie de la haute montagne pendant des heures, voire des jours. Voilà, quand la fête de cet événement se termine, quand on passe à la ligne d'arrivée, t'as un peu l'impression que tu retombes dans le monde des mortels. C'est vraiment, voilà, il faut ces types d'événements. Il faut des trails plus locaux. Il faut des trails, des ultras qui te font aussi cette sensation de pleurer. J'ai pleuré, moi. J'ai pleuré au départ. J'ai pleuré à l'arrivée. J'ai pleuré plusieurs fois pendant la course. Voilà, je pense qu'on est quelques-uns à comprendre cette émotion, mais c'est quelque chose de particulier. Et pourtant, le départ était un moment compliqué. Il pleuvait. Je sais pas si tu te souviens, mais le départ de la PTL, on a pris une tempête de pluie, de froid, de neige, de glace pendant 2 jours. Ça a été extrêmement difficile. On est parti sous la pluie de Chamonix. Je pense que j'étais un des seuls à avoir un immense sourire et à pleurer de joie, de bonheur sur la ligne de départ. Tu vois, donc tu as raison. Mon côté antimatérialiste, dans ces moments-là, écoute, je l'enterre et je fais partie de la fête d'un événement où on était 300 là, au départ, 300 personnes, une centaine d'équipes de 3. Voilà, c'était une profonde émotion, franchement, et ça a été un moment magique dans ma vie. Moi, je me souviens de ces images de toi avec ton poncho en train de verser tes larmes. J'étais mal équipé encore. Je me suis équipé la veille. J'ai fait le tour des popotes des amis que j'avais en Suisse et autour de Chamonix là, pour récupérer Alors le matériel obligatoire, c'est pas tant qu'il est obligatoire, c'est surtout que j'avais besoin de pas avoir froid quand j'ai vu la météo qui se préparait, parce que je suis arrivé toujours avec mes tongs, une paire de tennis et pas grand chose de plus. Donc là, pour le coup, j'ai récupéré des vêtements contre la pluie. Je me suis équipé en dernière minute et heureusement que j'avais des amis qui m'ont encore une fois, comme ça a pu être le cas sur le marathon des Sables, etc. En dernière minute, je me suis équipé de manière minimaliste, mais suffisamment bien pour en tout cas pas avoir de problème de matériel sur la partie pluie et froid. J'ai été protégé raisonnablement. Voilà. Je serais pas capable de dire qui m'en a parlé de ça. Quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast aussi qui m'a dit je me souviendrai d'Alain qui rentre avec son grand sourire dans la tente et puis qui nous dit coucou, est-ce que vous n'auriez pas à manger pour que je puisse aller pour le marathon des sables. Attends, pour le marathon des sables. Ouais. Ça, c'est toujours le même esprit. Tu vois, dans un événement comme ça, je maintiens l'idée que quand tu pars avec pas grand-chose, tu t'exposes à aller vers l'autre. T'as besoin des autres pour t'aider. Et c'est pas tant que j'aurais pu acheter de la nourriture lyophilisée, etc. pour le marathon des sables. J'aurais pu arriver avec j'aurais pu essayer d'acheter des vêtements neufs à Decathlon pour essayer de suréquiper. Mais j'aime cette notion de partir avec pas grand-chose et de pas acheter des choses neuves et puis d'essayer de profiter de ce manque de choses que j'ai pour aller à la rencontre des gens. Pour le coup, voilà, je vais faire le tour des popotes, je vais rencontrer des gens. Je suis en manque, je suis en besoin, donc ça me pousse vers l'autre. C'était le cas dans le marathon des sables. J'ai passé effectivement une journée et demie ou 2 jours à faire le tour des popotes pour essayer de récupérer tous les lyophilisés qu'avaient ramenés en rab la plupart des concurrents. Et ça m'a bien réussi. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde. Et là, c'est pareil sur la PTL. Je suis arrivé effectivement un petit peu avec la bite et mon couteau. Pas grand chose, mais j'ai réussi à avoir tout le matériel dont j'avais besoin. Mon seul regret, on en reparlera, c'est effectivement de ne pas avoir valorisé la partie GPS. J'avais juste mon téléphone iPhone de base, iPhone 10, et une carte GPS offline Maps.me que j'avais téléchargée. Voilà, j'étais un peu léger sur la partie guidage. J'avoue on a parlé un peu avec Guillaume et Charlie, mais le seul point, c'est qu'on aurait dû investir, ou au moins emprunter une montre GPS avec un tracé propre pour pas avoir à réfléchir, parce que la PTL est une course particulière. Je t'avoue j'ai découvert comme d'habitude. Je suis arrivé, j'avais pas lu grand chose. Je suis arrivé avec toute ma motivation
motivation, tout mon sourire. Mais j'ai découvert que c'est une course effectivement qu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de marquage. On est sur une course. Toi, tu t'es embêté à faire. Ah, toi non plus, je crois. En Bretagne, tu n'avais pas de marquage non plus. Donc c'est une course. Pas de balisage, Pas de non. balisage. Ouais. Donc c'est une course intéressante. Il faut apprendre. Il faut effectivement le jeu, c'est de suivre la trace GPS à la lettre. Et c'est quelque chose voilà que j'ai appris. Je n'avais jamais jamais suivi de trace GPS à la lettre. En fait, j'ai toujours suivi mes traces GPS. Je prends un axe et je me débrouille plus ou moins pour y arriver. Là, effectivement, voilà, c'est un jeu avec des règles un peu différentes que j'ai apprises un peu sur le tas. Et écoute, voilà, donc c'était juste ça qui, en termes de matériel, sur lequel je reviendrai. Pour le reste, on s'est débrouillé relativement bien, malgré des conditions qui étaient dantesques nos 5 jours, sur nos 6 jours de course. On a eu 3 jours qui étaient de l'enfer, 3 fois 24 heures, où réellement on a vécu un enfer. Guillaume et Charlie t'en parleront, tous les concurrents t'en parleront. C'était quelque chose où on n'a pas pris une minute de plaisir. Vous retraite, hein, voilà, autant je suis optimiste et heureux surtout, autant le plaisir qu'on a eu pendant les 3 premiers jours était néant. La seule motivation de ne pas s'arrêter, c'était de se dire que le plaisir arriverait à un moment ou à un autre. Il y a toujours quelque chose qui se passe bien, mais là c'était long. C'était long. C'est 72 heures quasiment avec de la pluie, de la neige, de la glace, dangereux, exposé, du froid. Enfin, j'ai vraiment vécu une aventure aussi engagée, difficile et dangereuse. Voilà, mon ressenti. Et alors, comment est-ce que vous avez vécu, parce que Guillaume n'a pas souhaité continuer l'aventure. Pour la PTL, on peut commencer à 2, on peut commencer à 3. Le seul truc qui est impératif, c'est de terminer à au moins 2. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Mais c'est dans le règlement. Donc là, Guillaume s'est arrêté. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Alors écoute, ça a été un premier moment difficile. Guillaume Charbonneau, qui est un ultra-trailleur expérimenté, au bout de 2 jours de course, je crois que la nuit du 3e jour, il a décidé de jeter l'éponge. J'avoue que je peux pas lui en vouloir vu les conditions qu'on a vécues. Je t'avoue que c'est particulier. Sur le moment, Charlie et moi, on a été évidemment déçus. Moi personnellement, mon seul rêve que j'avais en m'inscrivant à cette PTL et en prenant le départ, c'était qu'on arrive tous les 3 main dans la main sous le podium, sous l'arche de l'arrivée à Chamonix. C'était mon seul but, mon seul rêve, c'est celui-là. Donc évidemment, Guillaume qui abandonne, c'est une partie du rêve qui partait, qui disait qu'on finirait pas tous les 3 sous l'arche à Chamonix. À l'arrivée, mais c'était son choix. Effectivement, ça nous a pas éliminé pour le coup, parce qu'on peut continuer l'aventure à 2. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire avec Charlie. On a dit non mais on va continuer. On n'est pas blessé. Guillaume n'était pas blessé non plus. Je t'avoue il était blessé au moral. Je t'avoue que faut imaginer ce qu'on a vécu. Hein. Il avait vécu plus de 50 heures de pluie, de froid, de neige, de montagne, de haute montagne, avec des crevasses, des passages enneigés nombreux et variés. 2 nuits sans dormir. On avait dormi moins d'un quart d'heure par nuit les 2 premières nuits. Voilà, et je pense que le moral en a pris un coup. Donc ça a été un coup au moral pour nous, mais la bonne décision a été clairement de dire non mais on continue, on continue, on va tout faire tant qu'on n'est pas blessé, tant qu'on n'a pas une blessure grave qui nous empêche d'avancer, on continue à avancer. Donc Guillaume a dû abandonner à une centaine de kilomètres, un peu plus peut-être. Donc voilà, la déception passée. Écoute, avec Charlie, on a décidé de poursuivre l'aventure au maximum. Et puis effectivement, le soleil a fini par apparaître quand même au bout de 3 jours. Donc on a pu profiter de moments sympathiques, mais Guillaume nous a quand même rejoint plusieurs fois sur les passages par la suite, dans les jours suivants, les 4e et 5e jours. Mais voilà, effectivement, mon rêve de passer l'arche d'arrivée avec Guillaume et Charlie sous les mains dans la main, ça n'a pas eu lieu. Alors, pour information, Guillaume, c'est un excellent coureur et c'est d'ailleurs le premier avec qui j'ai réalisé une interview. Et Guillaume avait réalisé la Diagonale de France en 25 jours. Donc c'est ma toute première interview que j'avais fait à l'époque via YouTube. Donc, je vous invite à aller l'écouter. J'avais titré ça. Il a fait la Diagonale de France en 25 jours avec Guillaume. Donc quand vous partez à 2, c'est donc une nouvelle aventure qui commence. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand vous vous séparez de Guillaume? Vous repartez à 2.
Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, c'est une nouvelle course qui débute, On était à 3, on ajustait nos vitesses à 3. On se dit avec Charlie qui est un ultra trailer expérimenté, grand aventurier. Il a des nombreux ultras à son actif. Il fait du parapente, il fait de l'escalade, enfin, de l'alpinisme. On est sur quelqu'un qui est extrêmement actif, extrêmement sportif. Et Charlie, c'est la personne sur laquelle c'était un peu le pilier du groupe. On était confiant sur le fait que sur le guidage, il serait le plus expérimenté. Il a déjà fini la PTL. Il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, il a déjà fini la PTL avec un autre trinôme. Donc on était, voilà, le pilier principal de cette aventure. On se basait surtout sur Charlie. Guillaume, je pensais vraiment qu'il arriverait au bout. Je t'avoue que moi, j'étais comme d'habitude le boulet du groupe en théorie, dans lequel voilà, j'étais le moins sûr d'y arriver avec mes histoires de mettre mes tongs la moitié du temps, etc. Voilà, qu'est-ce que je fais là? Bon, on s'est dit, bah écoute, il reste Charlie, le pilier du groupe, et puis le boulet, c'est moi. Et ben on va continuer. On débute une nouvelle course, c'est-à-dire qu'on débutait une course de 200 km globalement. Après en avoir fait 100 sans dormir. Et puis on a pris notre mal, la douleur du départ de Guillaume, mais on restait en course, c'était ce qui était important. On restait dans le jeu, on restait dans le jeu, et puis l'aventure est devenue incroyable, est restée incroyable. C'était là pour le coup, quand la météo s'est un petit peu arrangée, on a pris les bonheurs au fur et à mesure quand ils arrivaient, chaque kilomètre parcouru, chaque dizaine de kilomètres, chaque refuge, chaque passage de frontière, chaque changement de pays. Je rappelle qu'on on fait le tour du Mont Blanc, mais c'est un gros tour là. On fait bien encore une fois France, Suisse, Italie, enfin France, Italie, Suisse. Voilà, on a revécu ça ensemble tous les deux. Écoute, une relation s'est installée s'installée dès le début avec Charlie, qui était extrêmement positive, bienveillante. Voilà, c'était une ambiance de folie. On a une bonne relation entre nous, une bonne relation avec les autres coureurs, qui a fait qu'on a très bien, on a survécu à cet abandon de Guillaume, et on a continué de l'avant. Voilà. C'est vrai que l'un des paramètres à gérer quand même dans cette aventure, c'est le fait que ce soit en équipe. Et c'est pas facile hein, de vivre avec une personne avec qui en plus on n'a pas l'habitude de vivre, en plus avec un état de fatigue avancé. Est-ce qu'il y a eu des coups de gueule entre vous à un certain moment, et comment vous avez géré des fois les petits moments où on a juste envie d'être seul et on n'a plus envie. Il y a forcément eu des moments comme ça. Ouais, il y a eu. Là où tu as raison, c'est qu'on n'est jamais seul. Là, tu n'as pas le choix pour le coup. Tu peux pas être seul. Là, on est 24 sur 24 ensemble. On a une balise GPS pour nous 3, pour nous 2 après, mais on était toujours ensemble. Il faut se synchroniser. Il y a la partie humaine qui est un détail technique. On oublie souvent. On pense qu'il faut pouvoir faire 300 km physiquement. C'est le plus difficile. Oui, c'est très difficile. Mais la partie humaine, dans laquelle on synchronise nos moments de sommeil, on définit une stratégie. À chaque fois, il faut se mettre d'accord sur combien de temps de sommeil on s'accorde en fonction des barrières horaires. Et moi, j'avoue que voilà. Alors Charlie aurait pu aller beaucoup plus vite sans moi, sans nous. Il aurait pu tout seul, il aurait pu faire des temps bien meilleurs. Mais effectivement, il a accepté de faire des compromis sur mes demandes de sommeil maximum. Enfin, par rapport aux barrières horaires, on a vraiment fonctionné comme des machines de guerre tous les deux. On a pris soin l'un de l'autre, on a évité les grosses blessures, et on a réussi à être relativement synchro. Même si Charlie avait évidemment une vitesse nominale bien supérieure à la mienne, il a accepté de mettre de l'eau dans son vin et d'être patient avec moi, et ça nous a plutôt bien réussi. Je pense que réellement c'était voilà, c'est la partie humaine est extrêmement particulière, parce qu'on ne dort pas, on peut être hypersensible, on est épuisé. Écoute, il n'y a pas eu de prise de tête particulière, à part le 5e jour où je te raconterai voilà l'événement qui a fait qu'on a été éliminé, qui a évidemment voilà, ça a créé des tensions dans le trinôme. C'est évident, mais ça restera un détail. Et 99% de nos moments lors de ces plus de 5 jours de course, 5 jours, 5 nuits de course sans s'arrêter, c'était que du bonheur, que du positif. Franchement, pour le coup, tu me demandes si je repars demain avec Charlie et Guillaume pour refaire une épreuve de ce type. Je te réponds avec grand plaisir. L'expérience qu'on a acquise a été incroyable. Alors, je sais qu'avec Guillaume, vous êtes des amis de longue date maintenant. Avec Charlie, tu avais déjà fait des aventures comme ça, et est-ce que tu conseillerais ceux qui souhaiteraient s'engager sur une épreuve de ce type de connaître
déjà la personne avec qui s'engager? Alors, c'est évidemment un conseil fondamental. Là, si vous partez sur une PTL, soit vous êtes 3 profils extrêmement malléables qui avaient de la marge pour accepter tout type d'autres personnes, mais c'est bien de connaître les personnes avec qui vous allez vous lancer, et puis essayer d'avoir vécu des bouts d'ultra. Alors donc avec Guillaume, effectivement, on se connaissait très très bien depuis plusieurs années. Guillaume connaissait très bien Charlie depuis plusieurs années. Moi, je le connaissais, j'avais fait 2-3 aventures dans les montagnes basques avec Charlie, dans lesquelles j'avais senti effectivement ses capacités physiques et morales hors du commun. Donc ça a été, nous, on était un trident qui était plutôt assez aligné. Il y a eu des tridômes qui sont constitués sur la PTL, là, des tridômes qui sont constitués de la veille, je crois. Les gens se sont rencontrés la veille et ils ont essayé de le faire ensemble. Ça peut marcher aussi. Je dis juste, méfiez-vous. Cette course avec le manque de sommeil, etc., est un accélérateur de relations. C'est-à-dire que si la relation se tend, je pense que ça peut exploser très très vite. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un petit peu comme, j'en sais rien moi, c'est un petit peu comme c'est Love Story ou Star Academy, je sais pas, on est un microcosme, d'accord, on est un petit groupe d'hommes, de 300 hommes et femmes dans la montagne pendant 6 jours, on vit entre nous et tout peut exploser très très vite. Voilà. Tu te rends compte que tu as passé la quarantaine quand tu sors des refs comme Love Story. Je m'en rends même plus compte. Ils connaissent pas Love Story, les jeunes? Non, ils s'y connaissent quand même. Non, je sais même pas, on doit être à la saison 24. Je sais même pas si ça existe encore. Mais écoute, dans l'idée, on va faire un sondage. On va faire un sondage sur le hashtag Loana. Ah, j'ai connu Loana, moi. Mais attends. Mais non, oui, moi aussi. Tu vois, si tu te souviens, pour être précis, j'avais même connu Jean-Pascal. Tu te souviens pas Jean-Pascal? Jean-Pascal, bien la première sûr, Star Academy. oui, Donc lui, Jean-Pascal et Jennifer. Et ben voilà. Et ben il est de Saint-Jean-de-Luz. J'avais fait des saisons de plage à une époque. Il était dans les stages pompiers sauveteurs en mer sur la côte basque. On avait fait un stage ensemble. Tu vois, c'était une génération un peu sauveteur en mer à Jean-Pascal. Donc tu vois, le monde est petit, mais c'est effectivement, t'as raison. C'est des références qui ne va pas marquer les jeunes générations qui nous suivent. T'as raison. Soyons vigilants. Non, mais tu sais que on fait une belle parenthèse, mais comme j'aime bien le faire sur le podcast, j'ai écouté dernièrement la chanson de Big Flo et Oli qui s'appelle Coup de vieux, et je pense que je coche au moins, allez, bien 95% des références qu'ils mettent dans la chanson, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse la liste. Donc voilà, je suis un peu dans ce thème-là en ce moment. Bah écoute, tu vois, à Big Flo et Oli, je crois que je suis un fan aussi d'une chanson que j'écoute souvent là, où il parle de quand on part en Inde, on se sent français. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça. Et quand on revient en France, on se sent chanceux. Ça dit quelque chose, ça ou pas? C'était toute une chanson. C'est une chanson qui est très très intéressante sur le voyage. C'est sur le fait qu'on soit français et qu'il sente français, mais que le français a un caractère particulier quand il est en France. Et puis finalement, quand il part à l'étranger, il se réalise à quel point on a de la chance d'être français. Enfin, c'est intéressant. Effectivement, je suis un grand fan aussi. J'aime bien aussi, j'aime bien. Allez, on referme la parenthèse, mais ça c'est le podcast. J'adore l'animation sur l'instant. Alors du coup, nouvelle aventure, vous continuez à progresser, 5 jours d'aventure. Moi je regardais tous les soirs tes stories et tes petites vidéos. Ah ouais, je voulais savoir où vous en étiez. Bah, on en avait parlé déjà tous les deux en amont, et puis c'est un défi qui me parle et qui que je trouve incroyable, et puis on aimait bien en fait tous les soirs faire un petit point. Alors ils en sont où? Mais non, mais c'est pas possible qu'ils arrivent que dimanche là. Ils sont déjà à 150, ils ont fait la moitié. Et on suivait ça tous les soirs avec ma femme, et arrive un moment où tu annonces que vous êtes hors course. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a été la douche froide le 5e jour. Le 5e jour, le vendredi. D'accord, le départ était le lundi matin de la PTL. On n'a eu aucun contact avec le PC Course pendant 5 jours, mais le 5e jour, le vendredi, on rentre en Suisse. On sent qu'on est déjà à 260 km, 255 km quasiment. On sent que c'est bon. On sent qu'on va y arriver. Il reste plus que 55 km, 60 km. On est convaincu. Et là, j'avoue que je suis encore le mauvais troublion. Je décide d'ordonner, mais après avoir passé un superbe col et un sommet dans un refuge suisse au Perché, je dis à Charlie, bon, écoute, on va faire une petite variante caillou. On va juste descendre au village boire une bière. Ça change rien du tout. C'est la même distance, machin, etc. Et j'ai emmené au village boire une bière Charlie et Guillaume qui nous avaient rejoints sur une portion.
à ce moment-là, la balise GPS qui est suivie par le PC course, évidemment donné une alerte au PC course qu'on était sorti un petit peu on est sorti à moins d'1 kilomètre de la trace officielle. Ils ont essayé de nous appeler pendant plusieurs heures, pendant 2 ou 3 heures qu'on était en dehors de la piste, sauf que notre téléphone était offline parce qu'on était rentré en Suisse, donc mon forfait avait explosé vu qu'il n'y a pas de roaming, la Suisse n'est pas dans l'Europe. Donc on était non joignable. Donc voilà, donc l'après-midi, la fin de journée du vendredi, quand le PC course réussit à nous joindre enfin, il nous annonce purement et simplement que vu qu'on a été injoignable et qu'on a fait un détour hors circuit, on était disqualifié de la course. Ça a été une douche froide monstrueuse, surtout pour Charlie et Guillaume, enfin pour Charlie surtout, j'ai senti profondément triste et même moi, je fais la personne insensible à ce genre de choses, de course, etc. Mais évidemment, c'est touchant parce qu'on a perdu le suivi que toi t'avais au jour le jour, les gens qui nous suivaient, etc. On dit, on va être disqualifié, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de suivi, qu'on ne sera pas finisher officiel de cette incroyable course. Moi, comme d'hab, j'ai rebondi assez vite. J'ai dit bon, je veux finir. Je suis pas venu ici pour faire un classement. Je suis venu ici pour terminer, et pour repasser sous cette arche d'arrivée. Donc j'ai dit à Charlie, écoute, on va passer une nuit, on va dormir au refuge là en Suisse, mais demain matin, on part à l'heure que tu veux. Moi de mon côté, je suis surmotivé pour qu'on finisse. On termine cette histoire. Il reste 45 bornes à faire sur la journée. On y va, on fonce, et puis on arrivera dans la nuit du vendredi au samedi, peu importe, du samedi au dimanche, peu importe de l'heure à laquelle on arrive. Tout ce qui compte pour moi, c'est que on repasse sous cette arche où on est parti lundi matin. Après tout ce qu'on a vécu, c'est pas possible qu'on renonce. Voilà. Donc j'ai dit même à l'organisation, je leur ai dit, écoutez, bon, vous faites chacun dans son rôle, mais de mon côté, on va terminer cette course, on va la finir. Charlie, après une nuit de réflexion, on a repris le départ dans les temps parce qu'on était largement dans les temps. Au final, on avait réussi à prendre plusieurs heures d'avance sur la barrière horaire, donc on a réussi à s'offrir 5, 6, 7 heures de sommeil dans ce refuge suisse. Et ben on est reparti le lendemain avec Charlie. Guillaume aussi a refait quelques kilomètres avec nous et on a dit bon, on va le finir. Donc on a réussi à arriver à Chamonix vers 11h ou minuit, je sais plus, main dans la main avec Charlie. On est repassé sous l'arche et puis voilà, on a bouclé cette boucle de 300 km de manière en off. Donc ça a été voilà, ça a été un moment, c'était émouvant, frustrant de ne pas être considéré comme des finishers officiels. Évidemment que ça l'est. Et puis à côté de ça, je me dis que ce qu'on a vécu, personne ne nous l'enlèvera. Et c'était quelque chose d'intense. Et voilà, c'était des leçons pour l'avenir. Mais c'était un moment qui était qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Voilà pour toute l'histoire. Comment est-ce que tu as appris, parce que là aussi j'ai passé du temps, une soirée à lire des commentaires sur les réseaux qui sont pas toujours tendres. Comment est-ce que tu as appris le fait qu'on te traite de tricheur? Ouais, alors les réseaux, je joue sur les réseaux. J'ai tendance à publier toutes mes aventures sur Facebook, Instagram, etc. Je publie pas mal sans filtre, parfois même avec un soupçon de provocation. Donc j'hésite pas parfois à entraîner le débat. Alors tricheur, oui, tricheur, effectivement, on n'a pas respecté tous les trajets. On est loin de l'esprit de la triche comme on l'entend. C'est-à-dire, faut comprendre ce qu'on vit. On vit une course où on est complètement en autonomie, d'accord. Donc on a une trace GPS à suivre, une trace qui a évolué de nombreuses fois parce qu'il y a de nombreuses mises à jour qui sont envoyées quasiment tous les jours sur les traces à suivre en fonction des évolutions météo. Quand il y a trop de neige, ils nous font faire des détours, il y a des variantes à prendre, etc. Et effectivement, écoute, la notion de triche sur cette course-là n'a pas de sens. On est sur une course qui n'a pas de classement. Le seul but, c'est de terminer cette boucle. Sur la partie leçon de vie, quoi qu'il arrive, j'en retiens une pour moi. C'est ce genre de course. Effectivement, il faut retenez un truc, essayez de vous astreindre à suivre la trace GPS, faites pas du cailleux qui se prend pour une aventure en solo dans laquelle il dit pour relier un point A à un point B, on peut se faire une petite variante, aller prendre une bière là, on peut faire un peu mieux, machin. Non, il faut l'idée de ce jeu-là, c'est un jeu dans lequel on suit la trace GPS. Voilà, c'est tout. Dans mon cas, c'était débile de se faire disqualifier parce qu'on était large avec Charlie. Physiquement, on était bon. On était très très bon. On n'était pas blessé gravement. On avait la patate. Moi, je continue à faire mon enchaînement avec les tongs régulièrement sur les 300 bornes. J'en ai fait plus de 70 en tongs quasiment. Tu vois, on avait de la marge physique. Donc c'est une élimination formelle et officielle, mais c'est dans l'impression qu'on a nous, on se sent finisher de cet événement, de cette aventure de 300 km autour du Mont Blanc, 25 000 mètres de D+. On les a fait largement, donc y a pas, on se sent pas du tout tricheur, mais je t'avoue que
Bah oui, évidemment, c'est frustrant, c'est frustrant de ne pas avoir la reconnaissance officielle. Mais ça fait partie des limites aussi de mon caractère extrêmement libre et un peu sauvage dans laquelle voilà, je te disais que j'avais un peu de mal à m'intégrer dans des règlements, dans des sociétés, dans des machins, etc. Ça se confirme, ça se confirme. Je continuerai à vivre ma vie de manière assez libre. Là, la seule impact négatif, c'est que ma liberté de penser, de prendre des libertés sur cet itinéraire, boire une bière dans ce village suisse qui était un moment magique avec Guillaume et Charlie, on a la photo, c'était, ça a fait du bien, on fêtait quasiment, on fêtait la fin de la course. Notre idée, c'était vraiment, 5e jour, on n'a eu aucune emmerde, on est encore là, on va réussir à finir. Voilà, donc c'était, bon, elle nous a coûté cher en termes d'élimination, mais ces moments-là, ils me ressemblent, Maintenant, l'expérience que j'aurai pour l'avenir, c'est dans un truc comme ça où je m'engage à 3, faut que je fasse attention, parce qu'il y a quand même des enjeux. C'est dommage pour les gens qui nous suivent, c'est dommage de pas finir proprement un truc qu'on aurait pu finir proprement. Si tu m'avais dit, si on m'avait dit, la bière, le détour que tu fais là, le vendredi, là, après plus de 250 bornes parcourues, ça peut te coûter une élimination, j'aurais jamais fait ça. J'aurais refait 20 bornes de plus que tout le monde, j'aurais refait 1000 de D+, s'il fallait, mais j'aurais jamais, voilà, j'ai pas pensé de manière naïve que les conséquences pourraient être aussi brutales. Bon, bah écoute, j'ai appris, c'est rien de grave, je suis passé à autre chose, mais ça a été, voilà, ça a été un événement important, intense. Comme tu le sais, il y aura un film qui est en cours de montage là par Julien sur tout le sujet. On a pris de nombreuses images avec 2 GoPro qu'on avait embarquées pendant ces 6 jours d'aventure, 6 jours et 6 nuits. Julien a également pris pas mal de belles images de drones, il nous a suivi quelques fois sur des portions intéressantes. Donc il y aura un film d'une aventure en montagne hors norme, un défi physique pour n'importe qui. Il y a 300 bornes et 25 minutes de D+, c'est un défi physique pour n'importe qui, un défi humain de voir 3 personnes, 3 copains qui s'attaquent à un défi hors norme sur 3 pays autour du Mont Blanc. Donc il y aura une très très belle vidéo qui va sortir, ça s'appellera Les pieds nickel. Alors les pieds, bon, je te rassure tout de suite, ont pas été parfaits à la fin, j'ai perdu quelques ongles, mais globalement, en tout cas, on n'a pas abandonné pour des problèmes de pieds, donc c'est qu'on a survécu et qu'on était bien vivant. Donc voilà, pour un peu clôturer cette aventure incroyable de la PTL que je conseille à tous. Franchement, en trinôme, je la conseille. Prenez le temps de lire les règlements et de bien vous renseigner, mais sinon ça en vaut la peine. Est-ce que, tu vois, dans toutes les personnes que j'ai reçues, notamment cet été, là, toutes les personnes qui ont fait le GR34 en totalité, et qui chaque matin repartaient pour entre 50 et 80, voire 100 km, ils disaient tous que finalement, le matin, ça allait. Jusqu'à presque l'arrivée, le jour de l'arrivée, où là, t'as un gros coup de fatigue, ton corps qui dit ça y est, stop, peut-être le moment où ça y est, tu te dis, tu te relâches et tu es plus conditionné dans ton aventure. Est-ce que tu as vécu ça toi aussi, ce moment où il y a eu un gros coup de fatigue après cette aventure entre vous? Oui, je te confirme, j'ai eu un gros coup de barre. Alors l'aventure, on l'a fini. Première chose, la notion de nuit et de jour. Le matin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas beaucoup de sens pour nous sur les 3 premiers jours de la PTL. Il n'y a pas de matin parce qu'on est désynchronisé, on dort une demi-heure par nuit maximum. On n'est pas du tout synchronisé avec le matin, on dort pas en fin de compte, donc ça n'a plus beaucoup de sens. À partir du 4e jour, effectivement, on a commencé avec Charlie à bien gérer nos tranches de sommeil pour essayer d'avoir 2, 3, 4 heures de sommeil par nuit et synchroniser avec la nuit pour essayer de prendre un petit déjeuner le matin. Je crois que le vendredi matin était le premier matin, on a voulu prendre un petit déjeuner. D'accord, c'est une idée, voilà, c'est une idée qui te. Après le 5e jour, donc on est arrivé le samedi soir. Je t'avoue que j'étais en feu. On était en feu sur cette dernière étape qu'on a fait avec Charlie. Là, on a pas mal volé. C'était une grande descente, la descente finale vers Chamonix. Là, quand on repasse en France, c'est une descente on termine par 22, 23 km de descente quasiment non-stop sur Chamonix. On les a faites en courant. On voulait arriver assez vite pour en terminer avec cette histoire. Et ça a laissé des traces. Si tu me demandes si mon corps a été en bonne santé, j'ai eu une semaine ou 2 avec les chevilles extrêmement raides, principalement liées à cette accélération qu'on a fait le dernier jour. Je t'avoue que j'étais très très bien je me sentais bien jusqu'au vendredi soir, vraiment extrêmement bien, pas de blessures graves, rien de bloquant. Et le samedi soir, effectivement, j'ai
Voilà, le dimanche, en tout cas, j'ai boité pendant quelques jours. Ouais, j'ai eu des petites séquelles et tu sens que l'adrénaline qui te maintient vivant et à accomplir un exploit. Ça, c'est un exploit, hein, franchement, de pas dormir. Le corps fait des choses surprenantes. Même moi, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de choses avant ça. Mais j'ai vraiment découvert que le corps pouvait aller plus loin. L'histoire du sommeil, j'avais jamais fait aussi peu de sommeil sur plus de 3-4 jours d'affilée. Quand tu fais la Diagonale des Fous, tu as un maximum de nuits sur les sentiers. Là, c'est 4-5 nuits. C'est vraiment une gestion différente et le corps, il se survit à ça. Il peut survivre pendant 5-6 jours en dormant moins d'une demi-heure par nuit. Ça passe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur la PTL, avec effectivement le lendemain de la PTL, l'énergie qui baisse fortement. T'as un coup de mou, ton corps il dit stop, ouais. Ouais, quand tout s'arrête. Et tu crois que ça passe pour tout le monde? Ou ça passe parce que toi, tu as déjà vécu plein de choses? Alors cette PTL, il faut pas partir en pensant, que c'est une rando trail comme on peut faire un GR10, un GR20 ou un GR34 de manière propre, dans laquelle on court tous les jours, même si on se lève à 6h du matin et qu'on se couche à 20h tous les jours, ça marche pas comme ça. C'est pas suffisant, d'accord? Au rythme que moi j'ai, non, on peut pas. On doit courir pendant les 24 heures quasiment. On ne peut dormir qu'une demi-heure, donc c'est exigeant. Là, pour le coup, on s'engage sur la PTL uniquement quand on a une expérience de ultra trail. Il faut avoir fait des ultras, il faut avoir fait des 100 miles, il faut avoir fait. Là, pour le coup, c'est pas, ça passe pas pour tout le monde. La réponse est non. Là, bon, le taux d'abandon, là, dès le 3e jour, je crois qu'on était moins de 50%. Encore en course, des équipes, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 50% des équipes qui ont abandonné au bout de 2 jours, au bout de 100 km ou 120 km, on avait la moitié des équipes qui avaient abandonné, d'accord? Donc c'est clair. Et pourtant, on était sur des profils de personnes qui étaient extrêmement expérimentées. On était sur des gens qui avaient déjà pas d'expérience. Donc c'est une course hors norme. C'est une course hors norme. Je t'avoue que c'est quelque chose qui, voilà, il faut y aller préparé. Et non, autant je dis souvent, il y a des choses qu'on peut faire sans trop de préparation mentale. Celle-là, ma préparation était douteuse, mais il y avait quand même de l'expérience sur la gestion de l'alimentation, sur la gestion de l'effort, qui font qu'on a pu aller au bout, quoi. Tu retournerais? Ouais, j'y retournerai avec plaisir. Avec l'expérience qu'on a, j'y retournerai avec plaisir, évidemment, de manière pour arriver au bout officiellement, parce que c'est un peu frustrant d'avoir fait cette arrivée en off, mais j'y retournerai. En tout cas, j'ai découvert un type d'épreuve que je connaissais pas. J'ai découvert ce mode de guidage avec l'avantage des montres là. Je voyais tout le monde qui suivait sa montre. Moi, j'étais perdu avec mon GPS. Mais là, ouais, c'est quelque chose que je referai. Alors peut-être, soit en collectif, en équipe, si j'ai une équipe qui accepte encore de refaire ça avec moi, ou bien je suis attiré maintenant par le Tour des Géants, par le Swiss Peak, des épreuves qui me font peur, qui me font réfléchir et qui sont des épreuves qui maintenant me paraissent accessibles. C'est bête à dire, mais le simple fait d'avoir fait ce parcours de PTL me donne envie de la Swiss Peak, du Tour des Géants. Tu vois, encore une fois, des organisations à but un peu lucratif, mais c'est des beaux défis. Ça, c'est des beaux défis qui m'attirent profondément maintenant. J'ai appris comment ça marchait. Je pense que je saurais gérer ça de manière intelligente. Mais tu me demandes les prochains défis que je compte faire, c'est peut-être plus ça l'an prochain. Alors, pourquoi est-ce que, à ton avis, alors je parle pas forcément pour toi, mais de façon générale, il y a une plus grande admiration envers les personnes qui font, tu vois, terminer un 170, un 300 dans l'imaginaire collectif, c'est plus impressionnant que de faire 30 minutes au 10 kills, quoi. Tu vois, un bon chrono sur une distance plus petite est finalement moins impressionnante que faire une grosse distance, même si on finit dernier. Quoi, à ton avis? Ouais, bon, c'est vrai, c'est pas du tout le même effort, pas du tout la même. Ouais, alors, j'ai du respect pour les coureurs qui vont vite. C'est vrai que je suis le premier à avoir une admiration folle pour les aventures longue durée. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je trouve que c'est un dépassement long terme. C'est un dépassement long terme. C'est pas un effort sur 30 000. Bon,
J'ai eu une période de ma vie où j'aimais courir après les chronos. Je visais les 10 km en moins de 40 minutes, 39, 38, je sais plus. Je visais le marathon en moins de 3 heures. À une époque, j'étais en 3h15, 3h15, marathon de Buenos Aires. Je courais un petit peu. J'ai bien changé. Aujourd'hui, je cherche absolument plus de temps. Le temps ne m'intéresse plus. La distance, la durée de l'effort, le parcours, l'aventure, le fait de sentir ton corps qui vibre pendant plusieurs jours de suite dans une nature qui est une nature extrêmement engagée, qui est belle, mais qui est difficile, non, c'est quelque chose qui, voilà, écoute, je sais pas s'il est il y aura un public pour tout. Il y aura des publics qui admirent les courses de rapidité, et puis il y aura un public pour admirer également ces fameux 100 miles, ces grandes distances, ces ultra trails, qui sont des aventures hors du commun. On est quand même sur une aventure au cœur de la nature qui fait rêver du monde, mais moi personnellement, ça me fait encore rêver. Tu vois, c'est quelque chose qui, je l'ai vécu. On est quelques-uns, on est une infime minorité à comprendre de quoi on parle, mais c'est une sensation de liberté et de dépassement de soi que j'ai jamais revécu ça dans aucun sport. C'est l'ultra trail pour moi, et peut-être dans l'ultra cyclisme, dans les étapes de vélo où on fait du 600 km en vélo, etc. Et on peut retrouver un peu le même esprit. Mais c'est un sport quand même qui humainement va plus loin et plus visuel, parce que c'est dans la nature, que des efforts plutôt rapides, comme tu disais tout à l'heure, un 10 km, etc. Et puis cette notion de le temps s'arrête, Oui. pendant que tu es en train de faire ton épreuve, ça c'est quelque chose d'indescriptible, Ouais. ou à une époque où tout va vite, tout le temps. Là, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe que d'avancer, manger et dormir quand tu peux. Les seules priorités, c'est de survivre à cette histoire. Je te jure, mais cette notion de survivre, je l'ai ressenti les 2-3 premiers jours, hein, cette PTL, c'était dantesque. Alors franchement, un énorme bravo à tous les concurrents qui ont survécu ou pas, mais qui ont vécu cette partie-là. Et un énorme bravo aussi à tous les bénévoles, l'organisation. Franchement, c'était dans des conditions, maintenir un événement pareil, c'était impressionnant, et on a toujours ressenti une bienveillance des bénévoles dans tous les refuges, à tous les endroits où on les voyait. C'était toujours quelque chose, une ambiance qui c'était réconfortant. Franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. Mais ouais, le temps s'arrête. Ton esprit ne pense qu'à une chose, c'est manger, prendre soin de tes pieds, prendre soin de ton corps, dormir un tout petit peu, repartir, monter, descendre, boire. Enfin, c'est très très simple. C'est vrai que nos besoins basiques on est ramené à nos besoins basiques. Alors, sur toute cette aventure, s'il y avait une anecdote, un moment, moi j'aime bien l'appeler le moment what the fuck, tu vois, le moment où tu te dis mais comment c'est possible que ça me soit arrivé? Est-ce qu'il y a un moment que tu retiens avant tous les autres? Écoute, il y a eu le départ. Le départ a été pour moi profondément émouvant. Le fait d'être sur cette ligne de départ, c'était un peu, ça fait quand même 1 an que j'avais ça en tête, hein. On s'est inscrit quasiment 1 an à l'avance. C'est une inscription sous dossier, et je t'avoue que c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'être sur cette ligne de départ avec Guillaume et Charlie. Voilà, c'était pour moi un moment d'une grande émotion. Réellement, j'ai pleuré comme un enfant, et je me suis senti sur la ligne de départ d'un rêve. Ça serait celui-là. Bah écoute, merci beaucoup Alain. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Non, écoute, François, c'était un bel échange. Engagez-vous, engagez-vous, prenez du plaisir, vivez intensément, mettez-vous en danger, et voilà, même si c'est jamais quelque chose de facile. Tu le sais, François, mais on a tous les deux une famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme brésilienne adorable, j'ai 3 enfants. Et à côté de ça, je continue à essayer de vivre ma vie intensément, un peu loin des standards sociétaux habituels, mais ça m'a plutôt réussi très très bien depuis une dizaine d'années. À voir la suite, les réponses sont sur le chemin, mais écoute, il n'y a pas de nos problèmes qu'on pense sont toujours relativement faibles comparés à beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à vous engager pour vivre vos rêves, vivez-les maintenant, parce que le temps passe pour tous, la santé passe pour tous, et il ne faut pas attendre que les autres vous aident à vivre vos rêves dépendent principalement de vous, voilà. Et c'est sur ce pas que je repartirai à la conquête de mes pays en stand, de mon Iran dans les prochaines semaines, et peut-être du Pakistan, voilà.
Eh ben, on passe un bonjour à madame, aux enfants qui écouteront J'embrasserai, aussi peut-être le ouais, je podcast. leur enverrai avec plaisir les podcasts. Un gros bisou à Théo, Axel et Loumaya, à qui je pense tous les jours. Et puis à Soumaya, évidemment, qui est ma femme brésilienne, ma princesse que tu connais maintenant, voilà, qui est l'ange qui me permet de faire tout ça en restant à Bidart pendant les périodes où je pars à l'aventure avec Théo. Voilà. Eh ben, écoute Alain, je te souhaite une très belle continuation d'aventure. Et puis, quand est-ce que sort le film? Écoute, fin d'année, normalement, fin d'année, Julien Dupressoir est aux manettes pour l'instant, et ça avance plutôt pas mal sur la partie montage. Il y a des très très belles images, il y a de l'émotion, tu l'as compris, dans le contenu de cette PTL, ça a été riche en événements. Donc fin d'année, normalement, on aura cette sortie. On te tiendra évidemment au courant, et j'espère qu'on pourra faire une audio avec Charlie et Guillaume, et tout de même Julien, avec toi, un podcast pour la sortie du film. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup Alain. Et puis, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller le dire à Alain, le remercier d'avoir pris le temps pendant son aventure où tu es là en ce moment en Géorgie. Ça me fait marrer d'enregistrer avec quelqu'un qui est en Géorgie. J'adore. Un pays à voir, Vive. François. C'est Ouais, surprenant, ouais. la Géorgie. À voir. Je t'embrasse très Alors, fort, François. Mais je vais essayer de prononcer Tbilisi. Tbilissi, TBI. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Voilà, mais c'était. TB, c'est Et compliqué chez demain, nous. Yerevan, capitale de l'Arménie. Tu vois, c'est. Ah ouais, je découvre comme toi. Je t'avoue que c'est un. Voilà. Le monde est beau, accueillant et plutôt bienveillant. Voilà. Bon, écoute, bonne journée à toi, François. Merci encore d'avoir cette interview extrêmement bienveillante. Voilà. Comme toujours. Merci beaucoup Alain pour ton temps et au plaisir. Allez, merci. Ciao.